faire un master au Maroc, c'est un défi majeur. Parce que en France, tu peux par exemple faire une alternance, faire des petits boulots à côté, mais au Maroc, je sais que c'est pas possible pour un étudiant étranger. Toi, tu as fait un master au Maroc, tu es venu faire un master ou même deux masters en France. Tu as fait 2 masters au Maroc? Non, 1 et 2. Ah ok. Donc tu as fait 2 masters finalement. Tu as fait M1 et M2. Oui. Après ta licence. C'est ça. D'accord. Et tout ça, c'était des masters payants? Non, au Maroc, c'était pas payant. C'était gratuit, c'était une école publique, c'était l'université. D'accord. Et mais en France, ici aussi, c'était gratuit. J'ai juste payé l'inscription, je sais pas, 200 et quelques, et puis c'était gratuit. D'accord, ça marche. Donc, tout ça là, je suppose quand même qu'il fallait que tu prennes des logements, que tu te nourrisses entre-temps et tout ça là. Donc, ça demande un peu de moyens quand même. Est-ce que tu as été soutenu par les parents? J'ai été beaucoup soutenue déjà par les parents, par toute la famille, mais particulièrement, je pense à ma grande sœur, l'aînée, Tenemba, si je peux dire son nom, Tenemba Condé. Je suis tellement reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait pour moi depuis le Maroc jusqu'ici. Elle m'a tellement soutenue financièrement, moralement, tout le temps. Elle a été un pilier pour moi. Tous les diplômes que j'ai pu avoir, je peux dire aussi, en plus de mes parents, qu'elle était là, elle était très présente, toujours financièrement. Et tu sais comment ça se passe, même des fois quand le moral n'est pas bon, elle était toujours là. Donc, en quelque sorte, grâce à elle, j'ai obtenu tous ces diplômes. Parce que si on n'a pas de soutien financier, déjà même au Maroc, c'est compliqué. En France, encore pire. Tout est cher, tout est compliqué. Du coup, il faut vraiment un soutien familial ou que toi-même tu travailles. Et avec l'intensité des cours, c'est pas facile d'étudier et puis de travailler. Il faut vraiment un soutien financier. Ta grande sœur, elle a déjà un diplôme, elle travaille où? Oui, elle travaille déjà. Elle vit aux États-Unis. Aux États-Unis? Ouais. D'accord. Elle aussi, elle a été boursière ou elle est partie là-bas par l'aide des parents? Oui, elle n'a pas été boursière. Ça marche. Mais tout de même, ça témoigne en quelque sorte tout ce que tu as dit jusque-là. Parce que dans ta famille, c'est la grande sœur d'abord et ensuite toi. Et supposons par exemple que dans une famille, il n'y a que des filles. Vous êtes aujourd'hui la preuve que vous êtes 2 filles et aujourd'hui les 2 sont à un niveau très élevé. On est 3 filles. Elles ont toutes fait des grandes études aussi comme moi. Donc imagine alors si les parents avaient décidé que non, comme nous on a des filles, donc on ne peut pas les scolariser, donc ça aurait été un gâchis. Et quand je vois par exemple la ministre là, Djaka Sidibé, c'est un modèle aujourd'hui, chaque année elle est reconduite. Il n'y a aucun homme que je connaisse, moi en tout cas, dans le gouvernement qui a été reconduit autant. Donc il y a des grandes journalistes aujourd'hui comme Aya Diawara, comme la femme là. J'ai oublié son nom, c'est Kaba. Oui, Kaba. Kadiatou Kaba. Voilà, c'est des femmes aujourd'hui qui montrent que quand une femme, on lui donne l'opportunité de développer son potentiel, elle peut vraiment aller très loin. Je suis d'accord. Donc, félicitations à tes parents d'abord et ensuite à tes grandes sœurs, à toi pour tout ce que vous avez fait parce que vous êtes en train de montrer la voie. C'est vrai. Tu as lancé un site de vente en ligne. C'est une entreprise que tu as lancée. Je crois qu'avant même que tu commences à bosser, c'est quoi concrètement cette idée? C'est quoi? Tu vends des vêtements? C'est quoi? Déjà, j'ai commencé un peu le projet, mais c'est pas encore officiel. J'ai mis le site, c'était un peu pour expérimenter, mais l'idée principale, c'est de créer une marque de vêtements, de sacs, de chaussures métissés en utilisant des articles, des tissus issus de plusieurs origines, de plusieurs cultures. Ici, je ne mets pas qu'en évidence, je ne mets pas seulement la culture africaine ou la culture guinéenne. Je passe par une méthode de jumeler différentes cultures. Déjà pour faire voir par exemple la culture guinéenne aux Chinois, à la même occasion prendre des tissus chinois, les combiner à des chaussures ou des sacs guinéens, puis les faire voir aux Guinéens.
En fait, à travers cette marque, je veux créer un métissage de culture qui permettrait à chaque culture de se demander, de se poser des questions sur l'autre culture. Et comme ça lui pousse à savoir, ah, ça c'est un tissu de la Guinée, c'est l'épi de la Guinée. Ah, la Guinée, c'est où? La Guinée, qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est à quelle occasion? Ça permettrait aux gens de faire plus de recherches, de connaître les cultures, de connaître les traditions. Et ça peut créer la cohésion et l'entente sociale. Déjà, pour la petite histoire, l'idée de ce business m'est venue à une fête quand j'étais au Maroc. C'était, je sais pas, fête de Tabaski ou de Ramadan. Je me suis vêtie d'un kaftan, je sais pas, une kaftan ou un kaftan marocain. J'ai posté la photo sur Facebook. J'ai vu, il y avait tellement de questions, d'engouement déjà. Ah, le tissu là est tellement beau, c'est doux. Après, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, ah, du coup, les Guinéens pourraient bien aimer les tissus marocains et tout. Et après, il y avait quelques mois après, on avait une organisation des Guinéens des Rachidia. J'ai porté aussi un bazin de la Guinée. J'ai vu que mes amis marocains étaient tellement enthousiastes. Ils me demandaient, mais c'est quel tissu? Comment on peut avoir ça? C'est trop beau, c'est trop beau. Après, je me suis posé la question. Je dis, mais à travers les habits, je peux quand même faire découvrir les tissus guinéens à d'autres cultures. Ils peuvent l'adhérer, ils peuvent même aimer, se poser des questions. À quelle occasion vous portez ça? Faire même des recherches sur la Guinée à travers ses habits. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer une marque qui pourrait faire un métissage de culture, permettre à chaque culture de faire une recherche sur l'autre culture. Ça permettrait de créer une sorte d'entente, de cohésion, parce que quand mieux tu connais quelqu'un, mieux tu l'acceptes. Voilà, c'est ça l'idée. Et en plus de ça, je pense que même moi qui suis guinéen, si je sais aujourd'hui que tu as des vêtements, des bazins guinéens par exemple, ici, je peux les commander. Voilà, donc ça peut être un moyen aussi de mettre à disposition des Guinéens de l'étranger, des tissus guinéens, cousus ou non cousus, en tout cas, pour qu'ils puissent finalement se les procurer sans forcément partir au pays. Mais quand tu dis que tu as expérimenté, mais moi j'ai vu sur le site qu'il y a beaucoup d'articles et c'est un site tellement professionnel. Pourtant, c'est pas encore prêt. C'est pas encore fini, c'est juste un petit essai. Une fois que ça va être officiel, je vais ajouter plus de fonctionnalités, plus de couleurs, plus de jeux qui vont attirer les gens. Alors, il y avait aussi deux autres questions que je voulais poser dans le même sens. La première, c'est est-ce que les articles qui sont là-bas aujourd'hui, c'est juste des photos ou bien ces articles-là, on peut les commander aujourd'hui? Pour le moment, je les ai plus. Ils sont tous finis. Je les ai plus, mais je les ai gardés quand même parce que je suis en cours de réflexion. Parce que pour le moment, c'est qu'une boutique en ligne. Peut-être penser aux boutiques physiques, je suis en pleine réflexion. Donc c'est pour ça que je les ai gardés, sinon ils sont tous finis. Toi, tu es une femme aujourd'hui qui peut facilement avoir beaucoup d'influence sur l'internet. Mais j'ai remarqué que tu es totalement absente ou pratiquement absente sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Facebook par exemple. Quand on connaît les Guinéens, généralement la plateforme première, c'est Facebook. Donc, je me demande, c'est quoi, toi, ton business plan? Est-ce que tu n'as pas envie de faire de la publicité, de commencer déjà à développer un réseau en attendant de mettre... Si, j'ai bien l'idée de faire ça, mais en fait, à un moment donné, quand j'étudiais, Facebook me prenait beaucoup de temps, je me suis désabonnée. Même les autres réseaux, je suis plus sur WhatsApp et TikTok un peu, mais c'est vrai que je ne suis pas trop dans l'internet pour faire des vidéos, mais ça va venir après. Comme j'ai ce projet de marque, et je vais m'activer, je vais faire des vidéos, je vais plus publier, mais pour le moment je suis en cours de réflexion parce que j'ai peur que quand je commence déjà à faire de la pub dès maintenant et que les gens commencent à me contacter, que j'ai pas de produits à les proposer, je veux pas faire ça. Je veux quand même mettre en place les politiques, lancer officiellement à l'entreprise, ensuite commencer maintenant à faire des vidéos, à contacter des gens, à faire des collaborations avec des TikTokers, des gens qui font des YouTubers. Même toi, peut-être que je vais faire des collabs avec toi pour mettre en valeur mes articles. Mais pour le moment, comme je suis en cours de réflexion pour plus agrandir, plus performer l'idée, je ne suis pas trop
sur l'Internet. Mais ça va arriver. C'est prévu. D'accord. Mais sinon, pour un conseil personnel, je dirais que ça serait bien que tu commences déjà pas forcément à parler de ton entreprise particulièrement, mais à aborder des sujets autour de l'entrepreneuriat pour attirer déjà petit à petit l'attention et avoir une petite communauté au fur et à mesure. Comme ça, quand ton projet viendra, ces gens-là sont déjà là et tu continues à grandir ta communauté. Voilà. C'est vrai, c'est une bonne idée. Ouais, je pense à ça. Alors, pour ce projet-là particulièrement, quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté la première fois que tu l'as expérimenté? Parce que je me souviens que tu avais à un moment donné des tissus. Voilà, tu vendais. Pour expérimenter, oui. La difficulté, déjà, c'est comment te faire procurer la matière. Parce que si je dois prendre des tissus du Maroc, moi je ne suis pas au Maroc maintenant, il faut que je cherche des commis qui vont aller faire des courses. Il y a des gens qui ne sont pas forcément honnêtes, tu vois, donc il y a ça, l'approvisionnement. Il y a aussi la livraison, parce que pour le moment, comme c'est une micro-entreprise, c'est assez petit, je n'ai pas d'employés forcément, c'est que moi. Quand les gens commandaient, je devrais me déplacer pour les livrer ou poster, ça me prenait quand même du temps. Il faut les répondre, les gens écrivaient, parce que j'ai une page Facebook qui s'appelle Shopping pour tous et le site expérimental aussi c'est Shopping pour tous. J'avais une page Facebook, les gens commandaient, ils m'écrivaient et tout, mais vu que j'étais seule, je devrais répondre. Il y a des messages que je ne répondais pas forcément, je perdais les gens. Donc la difficulté déjà c'est l'approvisionnement, gérer les commandes, répondre aux gens. À l'avenir, quand je vais le mettre officiellement en place, il faut que je pense à ça. Peut-être employer une personne ou deux pour les messages, les livraisons, parce que je ne peux pas tout faire en plus de mon travail maintenant. C'est compliqué de tout gérer. C'est les difficultés potentielles. Des fois aussi, il y a des gens qui commandent. Ça, c'est relation client, d'autres difficultés. Des gens qui voient la photo du produit, ils commandent et puis après quelques jours, ils te disent non, je n'aime pas. Ils te disent il faut me rembourser, il faut venir récupérer. Déjà, je me déplace pour envoyer, après pour récupérer, c'est un peu compliqué, mais ça, on fait avec quoi. C'est pas tout le monde qui le fait, mais il y a des gens qui le font, donc c'est un peu compliqué quand même. Et donc, il y a une question qui m'est venue tout de suite à l'esprit. Toi, tu as étudié l'entrepreneuriat, tu as fait un master spécialisé dans ça, mais malgré ça, quand tu as ouvert ta première entreprise, tu as été confronté à autant de difficultés. Est-ce que, quelque part, tu peux nous dire alors la différence majeure qu'on peut avoir entre l'entrepreneuriat enseigné ou en tout cas apprise en ligne, c'est-à-dire les théories et tout ça là, et la pratique? Quel est le vrai challenge lorsqu'on quitte de la théorie à la pratique? Est-ce qu'il y a eu des découvertes choquantes pour toi? Quand on quitte de la théorie à la pratique, déjà, on t'enseigne des choses, on dit des études et tout, mais c'est pas forcément comme ça que ça va se dérouler dans tous les cas. On peut dire par exemple dans les livres, il faut faire ci, il faut faire ça, mais sur le terrain, tu peux rencontrer ça, mais tu peux avoir aussi d'autres expériences. C'est plus même en pratiquant, en vendant que tu comprendras aussi d'autres choses. Malgré que tu fais une formation, ça t'apprend les choses, mais sur le terrain, il y a quand même un peu de différence. Il y a des choses que tu peux voir, des clients qui ne sont pas comme ce que j'ai dit là, qui peuvent garder le produit après 10 ou 20 jours et puis ils te disent je ne veux plus. Ils pouvaient le retourner dès qu'ils l'ont eu. Ils ne le font pas. Toi, peut-être tu peux mettre l'argent ailleurs, tu peux le consommer. Après 2 semaines, ils te demandent de les rembourser. Ça, par exemple, ce n'était pas prédit dans les cours. Dans les cours, on te dit les publics à cibler, les statistiques, comment se comporter, comment vendre, mais ils ne peuvent pas tout deviner, quoi. Ça, c'est l'être humain, on ne peut pas tout deviner. C'est en vendant, en expérimentant que tu découvres aussi des choses. Mais est-ce que aussi tu n'as pas pris de garantie ou en tout cas il n'y avait pas d'informations spécifiques pour dire aux clients voilà le nombre de jours maximal que vous avez pour retourner non, et être remboursé? Je peux dire que ça aussi c'est peut-être de ma faute parce qu'il n'y avait pas le nombre de jours indiqué.
Déjà, c'est bien que tu m'aies souligné ça. Dorénavant, je vais faire ça. Effectivement, il n'y avait pas de nombre de jours indiqué, mais moi, je me dis que du moment où tu as reçu le produit, tu peux quand même en une semaine, tu peux savoir pour les tissus, normalement, on n'a pas besoin de jours. Dès que tu l'as, voilà, mais c'est pas quand même. Il y a des gens, en fait, il y a des gens, j'ai appris ça récemment, c'est une amie même qui m'a fait savoir. Il y a des gens, souvent, ils commandent des habits, ils le portent pour une occasion. Et ils le retournent. Donc, c'est comme si finalement, ils ont loué, mais sans payer les frais d'éducation. Et ils utilisent ton produit, ils te le rendent. Toi, tu t'es déplacé pour livrer, tu as peut-être consommé l'argent et au final, tu ne gagnes rien. Et ils ont quand même fait leur événement dans ton habit. Si tu pouvais donner un message aujourd'hui à ton toi de 2015 ou des années antérieures, qu'est-ce que ça serait? À mon mois de 2015. En 2015, peut-être que j'hésitais pour des choses, j'avais des doutes, j'avais quelques limites. Peut-être, je peux dire que peut-être c'était dû aussi à l'âge et tout. Ce que je peux dire, c'est d'oser. D'oser, de ne pas avoir de limites, de travailler. Et on finira par atteindre ses objectifs qu'en travaillant. Et tu as étudié au Maroc, en France et en Guinée. Et qu'est-ce que tu trouves que la Guinée devrait changer aujourd'hui pour être au niveau sur le plan international? Ce que je peux dire, déjà, les programmes, je pense que les programmes guinéens, je ne sais pas depuis quelle année ça a été revu, d'essayer de se mettre au même niveau que les grandes nations qui sont très en avance et puis se référer un peu de leur programme, même si on ne prend pas tout ce qu'ils font, mais quand même un peu d'essayer de hausser le niveau parce que souvent, quand nous, les étudiants guinéens, on quitte en Guinée pour d'autres pays, on a un peu tendance à souffrir. Je ne connais pas pour les matières littéraires, mais dans les sciences exactes, c'est un peu compliqué. Donc, d'essayer de relever le niveau et puis de pousser les jeunes vers les nouvelles technologies parce que c'est l'avenir, quoi. Apprendre l'ordinateur, les algorithmes, l'informatique, c'est l'avenir. Même si tu fais la littérature, même si tu fais les sciences expérimentales, c'est bien aussi d'avoir des notions en informatique parce que ça peut toujours te servir de plus pousser les jeunes vers cela parce qu'en Guinée, on n'est pas trop dans les nouvelles technologies et puis ça peut limiter beaucoup de chances. Je suis d'accord avec toi. J'ai passé par exemple l'interview avec François Mansari. Je ne sais pas si tu as regardé l'interview ou pas. Non. Et il fait l'ingénierie digitale appliquée à la finance. Okay. C'est une filière qui dit déjà son nom. Ouais. Donc, c'est révélateur. C'est ça. Donc, au Maroc, on voit que les écoles se mettent à jour au niveau. Ouais. À chaque fois qu'il y a de l'innovation, le big data qu'on a mis dans les programmes, c'est des choses qui sont nouvelles. Il y a des nouveaux masters tout le temps. Notre master là, je pense que c'était la deuxième année. J'étais la deuxième promo de Big Data du Maroc là. Et ils créent des masters à chaque fois. Des nouveaux, dès qu'il y a une nouvelle chose, des nouvelles technologies, ils essaient de quand même l'intégrer. Ici aussi c'est pareil. À chaque fois ils essaient de hausser le niveau, d'intégrer les choses. Donc on doit faire pareil aussi en Guinée. D'ajouter des nouvelles choses, de se référer à l'actualité pour mettre à jour les programmes. D'accord. Alors, c'est quoi ton mot de fin? Mon mot de fin, ouais. Déjà, c'est d'encourager tous les jeunes, en général, parce que je ne vais pas exclure aussi les hommes, tous les jeunes à bosser, à croire en eux. Et j'invite aussi les parents à motiver les enfants, à les mettre en valeur, les dire qu'ils peuvent aller loin. Parce que ce qu'on t'inculque depuis tout jeune, ça te reste dans la tête toute la vie. Et aux jeunes, bosser, travailler, ne pas avoir de limites et croire en soi. C'est ça. Merci beaucoup pour l'interview. Tu as parcouru une très longue distance pour venir ici. Et franchement, ça a été de très grande qualité. Voilà, donc pour moi, c'est
je ne peux qu'exprimer ma reconnaissance, ma gratitude pour tout ça. Je m'attendais à ce qu'on fasse à distance parce que te déplacer de Paris jusqu'ici, c'est que surtout pour un jour comme dimanche, un jour ordinaire déjà, c'est très difficile d'avoir du transport. Je sais de quoi je parle. Et quand il y a aussi des grèves comme ça, ça devient encore plus compliqué. Donc, franchement, merci beaucoup. Merci d'abord pour avoir été l'inspiration, le modèle aujourd'hui qui peut inspirer. Et surtout, c'est pour ça que j'ai dit justement que tu dois continuer à entretenir tes réseaux, parce que quand des gens comme vous aujourd'hui, ou la fille dont je parle là qui est au Maroc, vous avez des réseaux, vous montrez une nouvelle facette de la jeunesse guinéenne pour dire que nous on est là, on n'est pas ici parce qu'on a fait TikTok et puis les gens ont propulsé une vidéo de danse. Non, nous on a utilisé notre cerveau et on est arrivé ici. Donc ça peut facilement faire un switch, ça peut mettre un doute dans la tête des filles qui pensent que le seul moyen pour une jeune fille guinéenne aujourd'hui de réussir, c'est les réseaux sociaux. Donc malheureusement, c'est ce que la plupart pensent. Il faut être Mimus Diabaté avec beaucoup de contenu, beaucoup d'abonnés sur TikTok. Même Mimus, elle a étudié d'abord. Elle est journaliste de profession. Je crois que c'est elle seule aujourd'hui qui a autant d'influence sur les réseaux. Je l'apprécie bien. Et elle a développé son réseau parce qu'elle était journaliste. Elle avait déjà une notoriété et surtout, elle s'exprime très bien. Elle est capable d'animer des émissions. Elle a aujourd'hui elle a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Si elle n'avait pas étudié, je ne crois pas que la danse allait l'amener ici. Donc, tout ce qu'elle met en place aujourd'hui comme idée d'entreprise, comme elle invite d'autres à venir visiter la Guinée, tout ça, c'est parce que quelque part, elle a quelque chose dans la tête. Exactement, elle a profité, en tout cas, elle a appris et elle a maîtrisé ce qu'elle a appris à l'école et surtout, à côté des réseaux sociaux, elle a continué à se former. Il y a combien de danseuses sur les réseaux sociaux guinéens aujourd'hui? Pourquoi on ne parle que de Mimiche? Parce que c'est elle qui, elle a du potentiel. Exactement, derrière les réseaux, a développé, a mis en place un business qui utilise le cerveau. Et donc, elle se respecte. Je n'ai pas encore vu des vidéos de Mimiche où on voit ses jambes à l'air, où elle... Non, je sais qu'elle danse, mais pour moi, ces danses ne sont pas extravagantes. Donc, je crois que des filles comme ça justement montrent l'exemple et elle le rappelle souvent qu'on peut réussir sur les réseaux sociaux sans forcément exposer sa dignité. Et donc pour moi, tu rentres dans ce même cadre, tout comme les premières des filles de ces dernières années. Vous avez l'obligation de vous exprimer, de communiquer, voilà, de montrer que vous êtes là et parce que vous faites partie d'un groupe silencieux. Alors que vous n'êtes pas censé être silencieux parce que sans des choses comme ça, comment on sait que Sayon elle est passée par là, elle a fait tout ça. La première de sciences expérimentales et sciences sociales 2012, 2023, 2024, 2025 là, elles vont disparaître des réseaux parce qu'elles se concentrent sur les études, je suis d'accord. Mais après, il faut venir ne serait-ce que mettre des petits messages de motivation pour que les gens se rappellent et disent faire des émissions intellectuelles. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu par exemple inviter la première de la République 2022, Denise. Malheureusement, elle n'a pas donné suite. Bon, elle avait dit qu'elle allait venir, mais elle n'a pas forcément montré de l'intérêt. Et pour moi, c'était important parce que des filles comme elle, comme toi, c'est vraiment, pour moi, c'est très important. C'est très important parce que en Guinée, on a, jusque-là, il y a certains qui continuent de penser que non, les filles là, non, c'est pas vraiment ça, quoi. Alors que vous savez que, surtout au Maroc, vous avez fréquenté les écoles marocaines et vous savez qu'au Maroc, les filles ne tolèrent pas, elles sont au même niveau. C'est les meilleures. Voilà, c'est les meilleures. Et moi j'ai toujours dit, les filles ont un avantage que les garçons n'ont pas. Elles sont multitâches. Les filles dans la communication, tout ce qui est langue, généralement, au Maroc, je me suis rendu compte que c'est un domaine des filles. Imagine alors quand elles dominent aussi dans les matières exactes. Même les maths. C'est ce que je dis en fait. J'ai avec des filles, elles sont très très... Les classes préparatoires, j'ai fait avec les filles, mais je te dis juste que les filles ont déjà l'avantage là. Donc les garçons, il n'y a pas un domaine en particulier où on va dire que ah non, les garçons ici là, ils ne peuvent pas être dépassés par les filles. Mais
globalement, pour ce qui est des langues, les femmes, elles ont beaucoup de facilité à maîtriser ça. Je ne sais pas comment ça s'explique, mais en tout cas, c'est une vérité, c'est un fait. Généralement, dans les universités marocaines, tu verras que les filles, il y a beaucoup de filles qui sont très à l'aise avec les langues, anglais, français, même espagnol parfois. Donc, si elles ont déjà l'avantage là, c'est que quelque part, je crois que c'est plutôt les filles qui ont un plus que les garçons n'ont pas. Parce que si tu as le même niveau qu'une fille dans mathématiques et physique, forcément elle va te dépasser. Donc, je pense que justement, ce genre de choses, c'est des choses que les gens sur nous doivent connaître. Parce que les gens ne savent pas. Donc, l'objectif justement de ce podcast, c'est aussi ça. Et je tiens beaucoup à ce qu'il y ait beaucoup de femmes qui viennent s'exprimer dedans pour montrer quelque part que voilà, ça, voilà ce qu'on ne vous dit pas. Voilà ce que vous ne voyez pas. Voilà les femmes guinéennes que vous ne voyez pas. Donc, je pense que c'est de votre responsabilité de continuer à communiquer un petit peu sur les réseaux pour passer les messages, dire que si nous on a pu faire des matières exactes, on a pu voyager, toutes les autres femmes peuvent le faire comme les hommes. Donc, merci beaucoup et voilà, j'espère que tu n'as pas été trop fatiguée pour tout ça. Non, même pas, j'étais très très ravie de participer à cette interview et les questions étaient très pertinentes. Merci à toi encore pour l'invitation. Je t'en prie, merci beaucoup.